soir pour une nouvelle vidéo, toujours en chuchoté et en proche micro, Et je vais vous raconter, vous parler un petit peu de mon actu cinéma, séries, livres, etc. Alors, je vais être accompagnée de mon petit calepin pense-bête. À vrai dire, je sais que c'est des vidéos un petit peu d'actualité, un peu tendance en ce moment, mais il est vrai que ça fait un petit moment que je vous parle à chaque fois dans mes vidéos blabla de telle série que j'ai aimée ou de tel film que j'ai été voir récemment. Et en fait, je me suis dit que ce serait d'autant plus simple de vous en faire une vidéo spéciale, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec la catégorie série. Je vous ai notamment parlé récemment d'une série diffusée sur Netflix que j'aime beaucoup et qui m'inspire notamment pour certaines vidéos. Par exemple sur la série de vidéos que j'ai lancée qui s'appelle Celle qui murmurait sur la vie de Celle qui murmurait sur la vie de. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce premier essai vous aura plu. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous savez que celle-ci parle de la vie de la reine Elisabeth II. Ça a été une sorte de dommage pour moi à l'occasion de son décès, hélas. Et je vous avais notamment déjà fait part lors d'une vidéo que j'allais faire encore 2 autres séries de vidéos sur la famille royale britannique. Cette série de vidéos, j'en ferai de temps en temps, pas tout le temps, mais j'en ferai de temps en temps sur des personnalités qui m'intéressent, qui me plaisent. Et de nouveau, je vous invite à me donner des idées sur des personnalités sur lesquelles
mari m'en faisait un petit peu un résumé. Et j'avoue que ça ne m'a pas plus retenté que ça de la regarder. Ça m'a presque saoulée. Notamment le soi-disant pétage de plomb de Rick qui ne vient jamais, n'est-ce pas? Et même là, mon mari, lui, il est à bout. La dernière série qui est divisée en 3 parties, déjà c'est du jamais vu. Et même lui me dit, il est temps que ça s'arrête, il est temps que ça se finisse parce que ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Bref, je n'étais pas en train de parler de The Walking Dead, n'est-ce pas? Je me suis encore bien étalée. J'étais en train de parler de The Crown. Donc parce que j'expliquais que chez nous on regarde les séries à 2, sauf quelques-unes. Mais du coup je voulais pas, comme il y avait déjà 4 saisons, je me trompe pas, je crois que c'est 4 saisons, il y avait déjà 4 saisons, ça allait faire un sacré morceau. Et puis pour dire ce qui est un peu égoïstement, j'aime regarder la télé, les séries sur un grand écran, pas sur un petit écran de tablette ou de portable, c'est moins agréable, on est d'accord je pense. Donc bref, tout ça pour dire que je ne voulais pas imposer à mon mari de regarder une série sans être sûre que ça pourrait l'intéresser. Voilà, ça partait d'une bonne intention. Mais l'actualité, les événements historiques ont fait que le décès de la reine Elisabeth a commencé à l'intéresser sur le sujet. Et donc, lorsque je lui ai proposé de regarder la série The Crown, il m'a dit pourquoi pas. Et bien j'ai sauté sur l'occasion et je me suis fait les 4 saisons en l'espace de quelques semaines. Moins d'un mois, ça c'est sûr. Bon, est-ce que mon mari a suivi jusqu'au bout? Non. Est-ce qu'il m'a abandonné? Oui. Mais je m'en fous. Là pour le coup il m'a dit oui bah vas-y regarde. Donc je profitais de regarder certains épisodes quand il n'était pas là. Bref, voilà. Alors mon avis sur cette série. Donc comme je vous l'expliquais, c'est une série qui concerne la famille royale britannique. Le premier épisode de la saison 1 démarre la veille du mariage de Elisabeth et de Philippe, prince Philippe. Sur le coup, j'ai été étonnée de me dire tiens pourquoi la série commence là à ce moment-là précis. Il faut savoir que c'est la veille du mariage que Philippe fut honoré prince d'Édimbourg par le roi George. Et je me suis demandé pourquoi on n'a pas vu la vie d'Elisabeth. La série n'a pas commencé sur la vie d'Elisabeth bien plus tôt depuis son enfance, puisque c'est dès l'enfance qu'elle a su qu'elle était héritière du trône. Mais la saison, et c'est là où je me suis dit ah ouais c'est quand même pas mal fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Je ne me souviens plus du terme en anglais, on s'en fout, mais en gros il y a beaucoup de flashbacks. Voilà, flashbacks. De scènes, d'épisodes même complets qui reviennent sur la petite enfance d'Elisabeth ou la jeunesse, etc., etc., etc. Donc au fur et à mesure des épisodes et des saisons, on comprend ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi la famille a ce genre de relationnel là, pourquoi il y a des griefs et les motifs. Bref, je l'ai trouvé vraiment extrêmement bien faite. Le seul petit bémol, alors c'est logique, mais c'est très frustrant, c'est que toutes les 2 saisons, il y a un changement d'acteur. Donc les 2 premières saisons, la reine Elisabeth et le prince Philippe sont joués par 2 acteurs. Et comme je l'avais déjà mentionné, ce qui fait très drôle, c'est que le prince Philippe est également joué par un des personnages principaux qui joue dans la série House of the Dragon, que je vais mentionner tout à l'heure, dont je vais en parler bien évidemment, ça fait partie de mon actu. Donc ça fait très drôle de le voir tantôt dans un personnage plutôt lisse, plutôt aristocratique, assez droit, assez protocolaire, assez guindé, et tantôt dans le voir dans une série médiévale fantastique
l'écriture et son personnage. Bref, puis au bout de la 3e saison, de nouveau, on a 2 personnages. Alors ce sont des acteurs, des personnages vieillissants, c'est normal. Ça fait drôle, vraiment la transition au début, on se dit non mince, j'y arrive pas. Alors on y arrive, fort heureusement on s'attache également à ces personnages-là. Maintenant, je continue à me demander, est-ce que je n'aurais pas préféré moi, en tant que... Comment on appelle ça déjà? Spectatrice de ce show-là, de cette série, de voir est-ce que ce n'aurait pas été préférable que les acteurs soient grimés, soient vieillis. Maintenant avec les effets spéciaux, le maquillage, et on fait des choses formidables. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Maintenant, c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de poursuivre la série et de l'apprécier tout autant. Et la saison 5 arrive très prochainement, le 9 novembre. Et je vous avoue que j'ai très très hâte. Parce qu'en plus, la saison 5 fait transition sur la 2e partie de la... Pas forcément la saison 4, c'est logique ce que je vais raconter, mais ce que je veux dire c'est que la saison 4 était consacrée au mariage du prince Charles et de Diana Spencer. Et là forcément maintenant sur la saison 5 on arrive sur la 2e partie de leur mariage, la partie qui part en cacahuète et où le couple va voler en éclats. Et donc avec le décès de Diana Spencer, je pense que là je ne spoil personne. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être mis en scène, et surtout que forcément dans la presse depuis plusieurs semaines il y a les photos de la série qui commencent à apparaître, des extraits des épisodes, et je trouve que le choix de Diana Spencer dans la trentaine, donc plus mûre, est incroyable. J'ai toujours trouvé que la ressemblance des acteurs avec les personnages était folle, mais alors là, même on voit William et Harry étant enfants, je trouve que la ressemblance est folle. Bref, donc j'ai vraiment très hâte de voir la prochaine saison. Peut-être que j'en ferai une vidéo spéciale, vous me direz en commentaire si ça pourrait vous plaire, mais voilà, j'ai hâte de voir la suite qui arrive très prochainement. Voilà, donc là ça concernait The Crown. Je passe à la 2e série de mon actu, qui fait partie d'une des séries célèbres du moment. Tout le monde en parle. Moi pour le coup, je vais en faire un bref passage. Cela concerne la série Les Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir, faire une sorte de mise en bouche. En gros, ça concerne les films donc tirés des livres Le Seigneur des Anneaux. D'accord? Donc déjà, si vous n'êtes pas attiré par ce genre de film-là, d'histoire-là, ça risque très peu de vous plaire par la suite. Parce que là, ici, on est sur un spin-off. Donc un spin-off, c'est une histoire tirée de avant, bien avant l'histoire que l'on connaît déjà. Et donc voici le synopsis. Les Anneaux de Pouvoir est un préquel qui se déroule lors du 2e âge de la Terre du Milieu, des milliers d'années avant les événements des films, et qui se passe eux pendant le 3e âge. Ce 2e âge, aussi appelé âge de Numénor, est crucial dans la Terre du Milieu, car il est celui de l'ascension de Sauron et de la création de l'anneau unique. Donc Sauron étant le big boss, le gros
des Anneaux ou le Hobbit d'ailleurs, et que l'on retrouve dans sa jeunesse. Autant dire que la jeunesse d'Elfe pour Galadriel, voilà, c'est début de l'humanité en gros. Et d'autres personnages qu'on est censé également retrouver, mais eux bizarrement, comment dire, la ressemblance physique avec les films n'est pas là. Autant Galadriel, oui, autant d'autres, c'est compliqué. Et on a trouvé ça, donc nous, on a eu un avis également commun assez long parce que autant on n'a rien à reprocher d'un point de vue technique, costumes, effets spéciaux, tout ce que vous voulez, tout ça c'est génial. Mais l'histoire en elle-même, elle est longue à démarrer. On reste dans le suspense, on reste dans l'attente de quelque chose, mais c'est long. Alors vous allez me dire, ouais mais ça fait que 2 épisodes. Mais un épisode c'est genre 50 minutes, donc c'est assez long, à vrai dire. Maintenant, on nous a tous dit, c'est vraiment à partir du, allez on va dire 4e épisode, je pense qu'il y en a 8, 4e, 5e épisode que il y a du mieux, ça bouge, ça progresse, il y a de l'évolution. Et il paraît que le dernier épisode il est juste incroyable. Donc en fait pour l'instant je garde toujours un point d'interrogation sur cette série. Pour l'instant je suis toujours en suspens. Bon malheureusement avec le temps on commence à se faire spoiler pas mal, donc je pense qu'on va vite la reprendre. Mais voilà, heureusement, en fait c'est pas plus mal qu'on a attendu, parce que le fait de savoir que le dernier épisode est juste monstrueux, en tout
vu bien pire, hein, vraiment. Donc moi, pour résumer, vraiment, j'ai fortement apprécié la saison. C'est vrai qu'à 1 ou 2 épisodes, je me suis dit bon, allez, on y va là, on bouge. C'est pareil, j'ai l'impression que c'est la mode, les nouveaux épisodes maintenant des séries, ils font tous 50 minutes, c'est des mini-films les trucs. C'est pas plus mal parce que là pour le coup ça passe assez vite, donc c'est pas du tout dérangeant. Mais dans sa globalité j'ai fortement apprécié parce que la fin elle est bien. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec mon mari qui lui l'a trouvée nulle et ennuyeuse. Moi je l'ai trouvée intéressante et bien parce que je sais que ce genre de série de toute façon, une saison va en amener plusieurs autres, hein. Ils vont pas se contenter de 2 ou 3 saisons. Bon, je vous avoue que 10 ça ferait peut-être trop pour raconter une centaine d'années. Mais elle est intéressante parce qu'on sait que c'était une préparation, c'était vraiment une mise en bouche, c'était, voilà, je vous mets dans le contexte, on est dans le monde donc, de Game of Thrones, mais 100 ans avant, et on parle de la famille Targaryen, et on va expliquer ce qui s'est passé pour cette famille-là. Donc déjà, là où ça a commencé à partir en couille, hein, concrètement, ça a commencé à merder grave chez eux, et pourquoi, et je vous raconterai pas. Mais en gros, vraiment, c'est vraiment le dernier épisode. Les dernières minutes, hein, je dirais un certain regard, un certain visage, une attitude qui en dit long. Et qu'on se dit, oh putain, dans la saison 2, ça va chier, ça va péter sec. Et c'est ça que j'aime avec ce genre d'intrigue-là, parfois aussi ce genre de personnage ou ce genre de non-dialogue. C'est une scène où personne ne dit rien, mais il se passe des trucs, tu le sens l'adrénaline qui monte et tu sens, tu dis oh putain. Et là tu dis merde, faut que j'attende encore 2 ans pour avoir la suite. Voilà, donc moi, en gros, j'ai beaucoup apprécié cette série. Oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs où tu te dis bon, c'est ça, mais je sais que c'était les prémices, c'était le début, c'était un échauffement, tu vois. Alors bien sûr, si tu n'as pas vu Game of Thrones, ça va être un petit peu compliqué. Alors j'ai envie de te dire, regarde Game of Thrones, mais surtout, autant t'as de la marge, hein, parce que la saison 2 n'arrive pas tout de suite. Mais bon courage quand même, parce qu'il va falloir encaisser pas mal d'infos quand même. Hein. Et surtout évite de tout enchaîner d'un seul coup en quelques semaines, parce qu'à la fin tu vas devenir taré. Comptez, vous parler n'est pas celle que je vais vous parler pour l'instant. Je vais rester dans les séries un peu fantastiques, un peu barrées, mais je vais simplement faire juste une aparté, puisque c'est une série qui commence à dater, hein, dans le monde, sur le monde Netflix, j'ai envie de dire. C'est la série Stranger Things, que bien évidemment j'ai regardé. Et comment dire, alors il faut que je refasse appel un peu à ma mémoire parce que ça commence à dater. Globalement j'en ai un avis positif, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Là encore une fois je ne vais pas te spoiler si toutefois tu n'as pas encore vu la dernière saison, parce qu'on comprend pas mal de choses, on comprend vraiment le pourquoi du comment autour de Vecna, etc. Comment ça se fait qu'il débarque lui, pourquoi, qui c'est, bref, sans spoil toujours, mais on comprend pas mal de choses. Maintenant, il y a 2 choses que je n'ai pas appréciées. Grossièrement, je n'ai pas compris et je n'ai pas trouvé l'utilité de couper la série en 2. Alors la coupure, il me semble que c'était en juillet à l'époque, quand elle a été diffusée, il n'y a pas eu une coupure de longtemps. Ça a duré peut-être 1 mois. Dites-moi si je me trompe pas, 1 mois. Ça n'a pas été si long que ça, mais j'ai pas compris l'intérêt de faire une coupure d'1 mois pour diffuser les 2 derniers épisodes. On est toujours dans la mode, hein, sur la mode de faire des épisodes très longs, donc on est également sur, je pense même qu'on dépasse largement l'heure pour un épisode. Donc autant en termes de diffusion, je peux imaginer. Par contre, en termes de sujet, je me suis dit waouh, attends, s'ils font une coupure d'1 mois, peu importe le délai en fait, c'est que les derniers épisodes vont envoyer du lourd. Bon, moi ça m'a fait un peu l'effet d'un soufflet. C'est-à-dire que bon, on
choses, on comprend que c'est pas terminé. Je sais pas pourquoi en plus, je m'étais laissé entendre que cette saison-là, la 4 aussi il me semble, serait la dernière. Donc jusqu'au bout je m'attendais à un final de bâtard, de ouf. Je suis désolée, je suis un peu vulgaire aujourd'hui, pardon. Mais je m'attendais à vraiment une fin de dingue. Et en fait, donc là j'ai pas de spoiler, hein, puisque en fait tu comprends au moment du dernier épisode que en fait il va y avoir une saison 5. Qui elle cette fois-ci serait bien la dernière. Ok. Et les épisodes, je les ai trouvés longs, trop longs par rapport à ce que ça voulait raconter. Alors il y a des passages émouvants, je suis d'accord. Mais c'était pas nécessaire de faire traîner certaines choses aussi longtemps. Parce qu'il y a des choses que on avait compris, je pense, depuis un certain temps, où c'était suffisamment sous-entendu et évident pour le comprendre par soi-même. Mais ils ont voulu faire beaucoup d'émotions. Bon, voilà, j'ai apprécié vraiment positivement. Il y a des personnages que j'ai adorés. Eddie, vous comprendrez ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu, vous reconnaîtrez quand vous la verrez. Il y a vraiment des personnages très attachants et il y a des situations vraiment très émouvantes. Mais les 2 derniers épisodes, vraiment, ils m'ont fait l'effet d'un soufflet, ils m'ont fait l'effet d'un faux espoir, d'une fausse joie. Voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais et je me dis que ça aurait pu être fait autrement. Un peu comme la dernière saison de Game of Thrones, vous voyez, on a l'effervescence, on a le truc, on se dit ça va être génial et bof. Encore une fois, tous ceux qui ont vu et Game of Thrones et Stranger Things, vous comprendrez ce que je veux dire.
elle joue son propre rôle, Madame Foresti, vivant dans Paris, voilà, vivant avec sa fille, etc. Mais dans un moment de sa vie, il me semble, si je me trompe pas, on est en 2017, 2018, donc bien avant le Covid. Et en fait, elle partage une période de sa vie qui, on peut le décrire comme ça, n'a pas été facile. On sait que, en tout cas ceux qui aiment Florence Foresti savent très bien qu'elle a des crises d'angoisse. Avant chaque spectacle, elle fait des crises de panique, d'angoisse. Elle en a déjà parlé dans ses spectacles, Les Pompiers de Paris, la connaissent très bien. Et en fait, là-bas, elle fait part. On la suit pas, comment dire, on ne la suit pas pendant ses spectacles, où c'est vraiment durant une pause de sa vie, justement, elle a entre deux spectacles. Elle cherche le sujet de son prochain spectacle. Et en fait, elle traverse une période compliquée, un peu difficile, une dépression. Et on la voit donc, on la voit dans sa vie de tous les jours, on la voit dans sa vie de maman, on la voit dans sa vie de femme, on la voit dans sa vie d'artiste, on la voit dans sa vie avec ses copines. On voit ses malheurs, ses peines, ses joies, ses boulettes. On voit l'envers du décor, en fait, aussi de la vie d'un artiste, d'un personnage public reconnu, du genre que parfois tu te fais arrêter dans la rue, on te demande un selfie ou un autographe, mais parfois c'est pas du tout le bon moment dans ta vie, c'est parce que des choses graves et t'as juste envie qu'on te reconnaisse pas et qu'on te foute la paix, mais tu te dois de te dire c'est grâce à mon public que je suis là, donc voilà, on la voit dans cette étape là, on la voit dans la vie avec ses amis, on la voit dans le monde du showbiz, comment elle interagit avec ses confrères et autres. Après il y a des choses exagérées, hein. Tout n'est pas autobiographique, il y a beaucoup de choses exagérées comme elle l'explique. Et il y a un personnage, pareil sans trop en dire, qui l'accompagne chez elle, on va dire son alter ego. Et c'est un personnage qui ne devrait pas l'être, mais qui à la fin devient presque attachant. Presque t'as envie de dire, tu vas me manquer. Mais non. Bref, vous comprendrez pourquoi si vous le voyez. En tout cas, si Florence Foresti est une humoriste que vous appréciez, je vous recommande vraiment de regarder sa série parce que ça, franchement, ça vaut le détour. On en apprend un peu plus personnellement sur cette femme, sur cette artiste, même si je pense que tout n'est pas tout à fait vrai et qu'il y a effectivement des choses exagérées. Mais ça, moi, ça m'a permis de la voir sous un autre regard, sous un autre œil, sans enlever pour autant ce que j'apprécie chez elle en tant qu'humoriste. Mais ouais, ça m'a vraiment changé certaines perspectives sur elle et j'ai vraiment beaucoup apprécié et au final je me suis quand même bien marrée. Alors je vais terminer sur une, je rigole d'avance, sur une série. Moi j'appelle ça une série, enfin c'est compliqué. Pour moi c'est une série parce que c'est l'enchaînement de plusieurs épisodes mais très courts, 10-12 minutes, donc c'est vraiment très court, qui se suivent les uns les autres. Et en fait, pour moi, ça aurait pu être un film sans coupure, mais ils ont décidé de l'enchaîner en épisodes, 8 ou 10 épisodes, bref, je ne sais plus. Alors, je précise tout de suite que c'est pas le genre de film que je regarde d'habitude. Là, c'est un choix que nous avons fait avec mon mari pour nos enfants. Comme nous sommes en période de vacances scolaires, le soir, nos enfants ont le droit de regarder un peu la télé avec nous. Et à chaque fois, on choisit des films pour eux. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, quoique non, ça va, on essaie de faire pas que des dessins animés et des films pour toute la famille. Mais par exemple, mes enfants adorent un personnage que j'adorais moi-même étant petite, mais en vieillissant, non, je n'aime plus trop. Le personnage m'agace, il me fait rire 5 minutes, mais maintenant il m'agace. C'est le personnage de Mr. Bean, joué par Rowan Atkinson ou Atkinson, bref, je ne sais plus, bref, vous voyez qui c'est, Mr. Bean. Et là en fait, sur Netflix, on est tombé dessus, on nous en avait parlé, voilà, bref. Alors comment ça s'appelle déjà? C'est l'homme seul face à l'abeille. En anglais c'est Man versus Bee, donc Bee l'abeille, et en français c'est Seul face à l'abeille.
faut partir dans une histoire où tout ce qui peut arriver, en fait, quelque chose où tu dis c'est pas possible que ça puisse arriver, bah si, ça arrive à cause d'une abeille. Mais là où elle est, bon, c'est marrant parce qu'il y a du coup, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de moments où tu te dis, t'as l'impression de faire un arrêt cardiaque, où tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a beaucoup de vraiment de passages assez drôles, assez comiques, parfois un petit peu émouvants. Et il y a une histoire quand même si c'est très gros, hein, encore une fois c'est très gros et très... on en met des caisses. C'est quand même une histoire quand même assez bien ficelée. Et à la fin t'as, comment dire, un cliffhanger, t'as un détournement de situation où tu dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et en fait il arrive à tourner la situation à son avantage. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de regarder quelque chose sans trop vous prendre la tête, plutôt voilà, pas d'intrigue, pas un polar un peu trop compliqué, c'est plutôt pas mal. Et si vous étiez fan de Mr Bean, que vous aimez le personnage, ça peut vous le rappeler, ça peut être pas mal pour passer le temps. Pour terminer sur la catégorie série, oui les gars, on est toujours sur la catégorie série, ensuite j'attaque les films. Sur la partie série, il y a une série que je vais mentionner mais que je n'ai pas encore vue et en fait j'aimerais la voir, j'aimerais prendre le temps de la voir, mais comme je vous l'expliquais, les séries chez nous souvent c'est à deux et ça je sens que c'est pas une série qui va plaire à mon mari, donc il faut que je me trouve le temps pour moi de regarder toute seule. En gros c'est les chroniques des Bridgertons, ouais, quelque chose comme ça. Ça fait un moment que c'est sorti, hein, on est d'accord. Ça fait un long moment que j'en entends parler et qu'on me dit ouais c'est vachement bien. Bon. Peu importe ce qu'on en dit, c'est surtout bah, ça m'intrigue. Voilà, je trouve ça intriguant. Donc j'ai envie de regarder, mais vraiment il faut que je prenne le temps. Si vous avez vu cette série, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vaut le coup de regarder, parce que je sais que la saison 3 arrive, si je me trompe pas. Donc je me dis peut-être que ça sera l'occasion de me faire les trois d'un coup, tant qu'à faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va attaquer la catégorie film. Alors je vous rassure, la catégorie film, elle est pas longue parce que j'ai pas eu une grosse actu cinéma ces derniers temps. J'y suis pas beaucoup allée par manque de temps et il faut dire ce qui est, par manque de choix de films. Après il faut dire ce qui est, avec mon mari on est assez très sélectif sur les choix des films. Vraiment, c'est pas par mauvaise foi, mais on n'a pas forcément le temps avec notre travail d'aller au cinéma et encore moins de se faire un cinéma à deux avec nos enfants, c'est très compliqué. Donc souvent quand on voit les films c'est plus tard sur Netflix ou ailleurs où on les commande, on les loue, mais aller au cinéma à proprement parler c'était rare. Donc là déjà je vais commencer par un film que j'avais déjà mentionné, qui est sorti déjà il y a plusieurs mois, il y a un petit moment, mais qui refait surface. Je vais vous parler du dernier film The Batman. J'en avais déjà mentionné, fait un peu part lors de sa sortie. Donc à la maison on est branché super-héros et nous on est team DCU et pas Marvel, je le précise. Et en plus à la maison mon mari est team Batman et moi je suis team Superman. Donc c'est très drôle. Voilà pourquoi on est un peu calé sur le sujet. Donc bien évidemment le film est à peine sorti, nous sommes allés le voir. Alors pour vous faire un peu un topo, c'est le Batman avec Robert Pattinson, celui qui a joué dans Harry Potter et dans Twilight. Pour dire que donc Robert Pattinson nous concernant était assez attendu au tournant parce qu'on se disait qu'est-ce qu'il va donner comme Batman. Bon. Mon avis sur le film alors.
c'est encore un taré qui veut s'immiscer dans les affaires de la police. Sauf pour certains, type inspecteur Gordon, etc. Il commence un petit peu à être à la bonne avec lui. Mais la population sait que Batman est là, et les méchants de Gotham City savent que, même s'ils continuent à faire leurs conneries, ils savent qu'à tout moment ils peuvent se faire choper par Batman. Donc voilà, comme je vous disais, effectivement c'est très sombre, c'est pas forcément les Batman que j'appréciais, même si l'histoire est sympa, et même si le jeu d'acteur est très bon. Robert Pattinson n'est pas du tout décevant dans son personnage. Et pour le coup, il a bien réussi son casting, son passage. Nous avons également Zoé Kravitz, fille de Lenny Kravitz, qui joue Catwoman. Donc là aussi c'est plutôt pas mal. Et nous avons un Colin Farrell qui joue le rôle du pingouin. Et alors lui, bon sang, qu'est-ce qu'il a bien été grimé. C'est un bon acteur. Je l'avais déjà trouvé très surprenant dans Les Animaux Fantastiques en tant que Lord, non pas Lord, en tant que Grindelwald, mais qui s'est grimé en Aurore, on va dire. Bref, je m'éloigne, mais bref, Colin Farrell a toujours été un bon acteur, et plus il vieillit, plus les années passent, plus il prouve que c'est un bon acteur en choisissant les bons rôles et en s'investissant dedans. Et là, il a bien été grimé pour ce Batman. Il est franchement vraiment méconnaissable. Maintenant, là où je mettrais un bémol, c'est qu'effectivement le film est très sombre, très dark. C'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. On est vraiment un petit peu tourné dans le gothique et dans le limite dans le film un peu d'horreur. Alors pour ceux qui connaissent les histoires de super-héros, tout le monde sait que donc Batman c'est dans la vraie vie Bruce Wayne, un jeune milliardaire. Et donc là, la version Robert Pattinson, le Bruce Wayne, c'est un Bruce Wayne qui ne s'assume pas. Il est tout jeune, il a la vingtaine, enfin en tout cas on l'imagine, il s'assume pas en tant que jeune milliardaire orphelin. Il est inexistant en tant que Bruce Wayne. Il est présent en tant que Batman, mais inexistant en tant que Bruce Wayne. Il n'a pas la carrure, il n'a pas le double jeu, vous savez, le poker face du Batman des BD où on voit un Bruce Wayne milliardaire, pas un peu égocentrique, mais très sûr de lui, séducteur. Voilà, limite, il sait qu'il est milliardaire, il est plein aux as. Et en fait, limite, il s'en fout de sa boîte, il préfère s'amuser. Mais on sait que derrière ça, c'est un super Batman. Il protège la ville, il protège les innocents. Vous voyez, c'est vraiment l'envers du décor. Là, avec Robert Pattinson, on sent que c'est pas forcément le jeu d'acteur qui fait ça, mais on sent que dans le film, ils ont beaucoup misé sur Batman et pas sur Bruce Wayne. Voilà, c'est un Batman naissant et un Bruce Wayne qui s'oublie. Voilà, ça vraiment, ce n'est que mon opinion, que mon avis. Hein, donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes spécialiste en la matière, ne me jetez pas la pierre, ok? C'est vraiment mon opinion et la perception que moi j'ai de cet univers-là. Voilà, toujours dans la DCU Company, dans la catégorie super-héros, je vous l'avais mentionné récemment, nous sommes donc allés voir le dernier film du super-héros à la mode, qui n'est autre que Black Adam. Alors, j'ai vu la bande-annonce qui m'avait intéressée, mais je ne comprenais pas trop le personnage. Pourquoi? Parce que Black Adam, c'est en fait la même histoire que, je dirais presque, Shazam. Alors, c'est un film pas très connu, c'est un film de super-héros également, mais c'est pour ceux et celles qui ont vu Shazam. Bon, moi je l'ai trouvé un peu nul. Bref, c'est plus un film de super-héros
a son chien, Superman a son chien. Enfin, en tout cas, on commence l'histoire avec le chien de Superman qui se fait une bande de copains, super-héros également, et qui ont eux-mêmes leur propre mission. On a été vachement surpris avec mon mari parce que le film, on n'attendait pas plus que ça. Et en fait, il nous a bien surpris. Il a fait quand même des belles leçons de vie. Je trouve que, forcément, nous, en tant qu'adultes, c'est toujours comme ça, on perçoit le film différemment des enfants. Mais il apporte quand même des belles leçons de vie. Il y a quand même un moment assez émouvant, assez triste. Notre fille a pleuré dans le cinéma, donc on a dû un petit peu la consoler sur un quiproquo qui malheureusement, vraiment encore une fois j'insiste, en tant qu'adulte, on perçoit ça différemment parce qu'on se dit ah oui c'est vrai, sur un passage où par exemple, sans trop vous raconter en détail, mais il y a un chien qui a été abandonné et qui raconte qu'il a été abandonné quand il était petit parce qu'il a été accusé à tort d'avoir mordu une petite fille, la maîtresse de sa maison, la petite fille de la maison, l'enfant. Mais en fait, quand on revoit un petit peu le souvenir, on se rend compte que c'était pas volontaire. Et en fait, il a empêché la petite fille qui s'approchait très près du bord de l'escalier. Il a voulu l'empêcher de tomber, de se faire très très mal, vraiment d'avoir un grave accident. Donc il l'a rattrapée par le bras. Mais la petite fille a commencé à pleurer. Ça a ameuté ses parents qui sont venus voir ce qui s'est passé. Et la scène est vraiment très émouvante parce que on voit la tête du chien qui regarde ses maîtres, fier de l'air de dire vous avez vu, je lui ai sauvé la vie. Mais les parents remarquent qu'il y a une morsure sur le bras de leur fille est en train de pleurer. Et là les parents ils se disent notre chien a attaqué notre fille, l'a mordu. Donc ils se sont débarrassés de leur chien. Alors qu'en fait le chien ne l'a pas mordu, il lui a sauvé la vie. Donc voilà, vraiment, donc c'est cette scène-là qui a attristé ma fille. Et même aujourd'hui, actuellement, alors attention, je suis pas en train de remettre en cause certains faits divers qu'on entend, attention, je rentre pas dans ces débats-là chelous, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que des fois, il faut parfois bien, détailler le comportement animalier en se demandant pourquoi un chien mort, pourquoi et comment c'est perçu. Voilà, si on n'a pas vu la scène, comment ça peut être perçu. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire que tous les chiens sont des super-héros et que ceux qui mordent en fait voulaient du bien, pas du tout, je suis pas en train de dire ça. Mais ça prête à réfléchir quand même en se disant ouais, c'est bizarre quand même. Voilà, c'est tout ce que je dirais. En gros, le film était vraiment sympa et si vous avez vous-même des enfants, ça peut être vraiment un film à regarder en famille, c'est très sympa et on plaisante bien. Et pour la petite aparté, la petite anecdote, moi je me suis bien marrée à l'encontre de mon mari parce que donc entre guillemets le personnage principal du film c'est Superman et son chien. Et le chien de Superman a un jouet, il a une petite peluche en forme de Batman et il s'appelle Poète Poète Bruce. Donc forcément, comme je vous disais, moi je suis Superman, mon mari est Batman. Donc en gros je me suis foutu de sa gueule en disant t'as vu le chien de Superman c'est un Poète Poète Bruce. Bruce est un Bruce Wayne Batman. Voilà, vous l'aurez compris. Et pour terminer la catégorie film, alors là pareil, un peu comme à l'image de la série, de ce que je vous ai parlé sur les chroniques de Bridgerton, il y a deux films, puisque la suite sort bientôt, que j'aimerais voir, qui sont sur Netflix. Je pense que je vais bientôt motiver mon mari pour le regarder, ou le regarder toute seule, tant pis. C'est le film Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et notamment Henry Cavill. En fait, donc c'est l'histoire de la petite sœur de Sherlock Holmes. Déjà rien que pour ça, l'intrigue ça me plaît. Vous le savez, je suis fan de Sherlock Holmes, donc ou en tout cas vous allez le savoir. Mais donc du coup, c'est vraiment une intrigue qui m'intéresse beaucoup. Je sais que donc, mis à part donc Millie Bobby Brown, Henry Cavill, il y a également Helena Bonham Carter qui joue dedans. Ce sont des acteurs que j'aime beaucoup, qui jouent très bien. Il y en a un autre, Sam Condent, je ne sais plus, mince, désolée, mais il y a un autre acteur qui joue très bien également. Et donc c'est une intrigue qui m'intéresse beaucoup. Donc je pense que je vais me les faire bientôt.
connus, en gros c'est ça. Après il y a le retour de Sherlock Holmes, bien sûr. En gros, voilà, c'est les grosses histoires les plus longues, les nouvelles étant des petites histoires courtes. Et c'est surtout les histoires où il y a beaucoup, on est autour d'histoires de meurtre. Sinon, la plupart des nouvelles de Sherlock Holmes, c'est autour de mascarades, de vols, de fourberies, d'identité secrète. Vous voyez, c'est pas des trucs, comment dire, c'est pas des histoires hyper folichonnes où il y a des meurtres, etc., etc. C'est plus, voilà, dans ces trois plus connus là, donc Le Chien des Baskerville, Une étude en rouge et Le retour de Sherlock Holmes, où il y a vraiment une intrigue très importante. Et mais moi voilà, j'adore autant l'histoire des Sherlock Holmes. Déjà j'ai adoré, alors j'ai adoré les films. Je ne regarde pas forcément la série avec Benedict Cumberbatch parce que j'aime pas trop regarder, ça c'est vraiment comme mon opinion propre, hein. Je n'aime pas trop regarder, comment dire, une même histoire sur différents supports, livres, films, séries, BD. J'aime bien me concentrer sur un seul truc ou deux. Par exemple, j'ai aimé, j'ai adoré les films de Guy Ritchie, donc de Sherlock Holmes avec Robert Jr. et ah mince, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, celui qui joue Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques. Oh, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Qui joue donc le Dr Watson. Et donc le fait de lire les livres, parce que bon, faut dire ce qui est, ça reste des polars, donc c'est pas forcément toujours facile à lire comme livre, même s'ils sont très bien écrits. Du coup, ça me projette également avec leurs personnages, avec leur visage, de pouvoir me projeter en imaginant la scène avec ces acteurs-là. Et donc, comme j'ai tout fini ces livres-là et que je n'avais plus rien d'autre, j'ai voulu faire la comparaison avec les livres de Agatha Christie. C'est vrai qu'on parle souvent en comparaison, c'est soit Conan Doyle, soit Agatha Christie. Donc je me suis dit pourquoi pas, même si je sais que beaucoup disent que le Agatha Christie avait un style d'écriture complètement différent. Bon, en fait je confirme. Et donc elle, Agatha Christie, c'est à travers le personnage de Hercule Poirot. Donc effectivement récemment je me suis acheté, enfin mon mari m'a acheté pour moi pour me faire plaisir, les livres donc de Agatha Christie. Et donc à chaque fois je commence toujours la collection par le numéro 1. Et donc là ici c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Donc là comme vous voyez j'ai mon marque-page, j'en suis au début, j'en suis au quart. Donc je peux pas vous raconter le livre. Là c'est de la collection. Attendez, c'est de l'édition. Attendez, c'est quelle édition ça? Des livres de poche. Attendez, ça doit être marqué dedans. Ça n'a pas grande édition du masque. Voilà. Bon, ça n'a pas grande importance. Mais donc ce livre-là, c'est celui que vous trouvez chez tous les grands libraires, hein, les magasins. Et celui-ci, je l'ai payé 5,60 €. Donc je peux pas vous faire encore un topo sur l'histoire en elle-même, mais déjà je peux vous faire part effectivement du style d'Agatha Christie. Je confirme qu'il est complètement différent de Conan Doyle. Déjà rien que pour vous faire un peu un topo, donc j'en suis au quart, ça doit représenter à peu près le chapitre 10 je pense. Je viens seulement de comprendre, enfin c'est pas une question de comprendre, c'est pas ce que je veux dire. Hercule Poirot vient seulement de faire son apparition. Encore une fois, je sais que Agatha Christie, elle se met dans la peau de Hercule Poirot. Alors, dans la peau, oui, non. Son personnage principal est Hercule Poirot, un détective. Conan Doyle, son détective à lui, c'est
Donc c'est le docteur Watson qui dans toutes les histoires, tous les livres raconte les péripéties, les histoires de son acolyte, de son ami Sherlock Holmes. Parce qu'il écrit les mémoires, le docteur Watson écrit les mémoires, ses mémoires, et donc raconte ses mésaventures avec son ami Sherlock Holmes. Donc voilà, Conan Doyle se fait passer pour Watson dans ses livres, dans sa narration. Là, Agatha Christie dans sa narration, son personnage principal est le détective également, donc Hercule Poirot. Mais ce n'est pas Hercule Poirot le narrateur de l'histoire. Là ici le narrateur de l'histoire, alors coïncidence ou voilà, ironie du sort on va dire, c'est également un docteur. C'est le docteur Shepard. Le docteur Shepard, voilà, dans un village, etc., qui vit avec sa sœur. Et donc il est à la fois, donc là, dans l'intrigue, là au moment où je lis, il est, comment dire, il est, oh, j'ai des pertes de mémoire en ce moment. Oh, il est pas victime, il est témoin. Voilà, il est témoin d'un meurtre. Voilà, parmi d'autres personnages. Pourquoi pas potentiel suspect? Je sais pas pourquoi. Peut-être que je vous en reparlerai là, vraiment, j'en suis au stade 0, je ne sais pas. Mais je sais pas pourquoi, au moment où je suis dans le livre, pourquoi j'ai mon instinct qui me dit qu'il serait pourquoi pas le suspect. Un suspect, en tout cas. Ou un complice. Je sais pas, je vous en parlerai peut-être. Mais là, je sais pas, j'ai mon instinct de lectrice qui me dit que oh, c'est tout léger, c'est tout frais. Je vous dis, Hercule Poirot vient d'apparaître depuis 2-3 lignes, mais voilà. Alors, et puis il faut savoir que là, les livres, je les démarré depuis quelques semaines. Je le lis lentement, longuement, parce que moi je lis, alors, sauf quand je peux. L'été, par exemple, j'aime beaucoup lire dehors sur mon transat, en prenant un bain de soleil. Bon, là, c'est plus le cas, donc je lis le soir beaucoup dans mon lit. Mais moi, le lire dans mon lit, c'est très soporifique, donc souvent je lis à peine une page et demie. Parfois, je lis un paragraphe et pouf, je m'assoupis. Donc en ce moment, c'est très long pour moi la lecture. Donc je l'ai démarré depuis un petit moment et je pense que je vais mettre un petit moment à le terminer, sauf si l'intrigue me passionne d'un coup d'un seul. Mais voilà. Donc c'est vrai que par contre je confirme que là le style d'écriture est différent. Pour l'instant je reste fan de Conan Doyle. J'ai un peu de mal avec le style d'Agatha Christie, déjà de par le fait que bon là on voit bien que c'est l'histoire autour du docteur Shepard. On sait que les autres livres, elle va prendre la place, le narrateur va changer, ce sera pas le même. J'ai déjà également acheté Ils étaient 10. Alors j'ai vu les films, les derniers films faits, donc Mort sur le Nil et Meurtre de l'Orient Express, le crime de l'Orient Express, pardon. Donc je sais que l'intrigue va changer et que le narrateur n'est pas le même, même si le personnage principal est le même, c'est Hercule Poirot. Mais je sais déjà que ce sera pas le docteur Shepard dans le prochain livre. Donc c'est ça, je dirais, qui m'intrigue un peu. Et là, vraiment jusqu'au bout, je disais même à mon mari, c'est bizarre. Comme c'est le livre numéro 1, peut-être qu'on n'est pas encore avec des histoires avec Hercule Poirot, qu'il y a effectivement des histoires de meurtre, mais qu'elle n'a pas encore inventé le personnage d'Hercule Poirot. Et là, pouf, patatras, il apparaît. Donc déjà, ça m'a rassurée. J'ai apprécié qu'il apparaisse de cette façon-là.
anciens, j'adore sentir les livres. C'est une lubie que j'ai. Alors bien évidemment que par respect pour l'auteur, par respect pour Audrey et son travail, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Pour le coup, je vous invite, s'il vous intéresse, à aller sur sa page en fait, Dulcementa SMR. Elle le vend bien mieux que moi. Je suis pas du tout légitime pour comment dire, vous mettre tous les barres, les liens. C'est son bébé, c'est son projet. Donc moi tout ce que je peux faire, c'est vous inviter à aller sur sa page, même si vraiment je ne la présente plus. C'est juste une pionnière de l'ASMR sur YouTube, donc vraiment voilà. Mais vraiment je vous invite à aller sur sa page où elle met tout le temps, ces derniers temps, depuis qu'elle a sorti son livre, tous les liens pour trouver son livre qui est directement accessible sur Amazon et uniquement sur Amazon. Donc pour vous faire plaisir, maintenant, pour faire plaisir pour Noël, pour faire plaisir quelqu'un à Noël, enfin bref, c'est pas une pub contre quoi que ce soit que je suis en train de faire, pas du tout, c'est vraiment une démarche vraiment sincère, parce que moi j'ai vraiment apprécié son livre. C'est une histoire très très touchante, que j'ai beaucoup appréciée. Alors c'est compliqué de vous parler du livre sans trop vous en parler, parce que vraiment je tiens à respecter son travail et ne pas vous spoiler l'histoire. Mais c'est une histoire vraiment que j'ai trouvée touchante. Dans beaucoup de sens, j'ai trouvé le personnage principal touchant. J'ai trouvé les personnages secondaires touchants parce qu'ils ont tous une histoire propre à eux. Tantôt ils ont des côtés agaçants, tantôt ils ont des côtés affectueux, où on les prendrait beaucoup en affection. Et on comprend bien que chacun des personnages a sa propre histoire, a sa propre vie, a ses propres angoisses, chacun de leurs comportements en gros se justifie. Voilà. Et effectivement, il y a un personnage qui rentre dans la vie du personnage principal, qui va tout chambouler d'une certaine façon. Un personnage qui est à la fois doux et brutal. C'est compliqué de l'expliquer. Il est doux dans sa façon d'être et dans son personnage, mais il déboule dans sa vie de manière brutale, comme un chien dans un jeu de quilles. Pour au final, j'ai envie de dire, faire un beau strike. Oh, c'est joli ce que je viens de dire. Un chien dans un jeu de quilles qui finit par faire un strike. Voilà. Je sais pas si ça parle ce que je viens de vous dire, mais l'image est belle. Voilà, j'aime bien cette image là. Et donc voilà, ça s'appelle Trauma partagé. Voilà, donc même le visuel est sympa, même la texture du livre est douce et sympa. Voilà, et donc vous retrouverez sur Amazon au prix de 14,90 €. Voilà, c'est tout pour moi, ce qui est déjà très bien. Avec beaucoup de recul, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'autres films, hein, comme je vous le disais, pendant les vacances d'été, et là notamment pendant les vacances d'automne, nous avons beaucoup revu certains films avec nos enfants, des grands classiques, hein, du genre Les Visiteurs. Pas plus tard qu'hier, on leur a fait regarder le premier film Astérix et Obélix, donc avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. On leur a fait également regarder les dessins animés d'Astérix, produits et réalisés par Alexandre Astier. Vous connaissez ma fan attitude pour Alexandre Astier, je dirais. Voilà. Bref, il y a plein d'autres films comme ça. Il y a eu The Mask, bref, plein de films un peu marrants pour passer des bonnes soirées en famille. Mais bon, c'est pas la peine de vous en faire un topo, une histoire. Je pense que vous les connaissez tous. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura plu. Elle est encore une fois bien longue, hein, comme d'habitude, mais je sais que vous aimez ça. Moi je vous retrouve prochainement pour des prochaines vidéos où on va rentrer un petit peu plus dans la thématique de Noël. Doucement mais sûrement.